Et si je vous révélais que les exercices que vous croyez sauver votre vie pourraient en réalité détruire votre cœur, lentement mais sûrement? Derrière chaque battement, une vérité cachée vous attend. Ce que vous allez entendre pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre santé. Je vais vous raconter une histoire qui pourrait bien changer la manière dont vous voyez votre propre corps, votre propre cœur. Vous croyez peut-être que chaque mouvement que vous faites, chaque exercice que vous accomplissez est un pas de plus vers une meilleure santé. Et pourtant, que se passerait-il si je vous disais que certains de ces mouvements, ceux que vous pratiquez avec confiance depuis des années, pourraient en réalité détruire silencieusement ce qui vous est le plus précieux, votre cœur? Ce n'est pas une exagération, ni une tentative pour créer un effet dramatique gratuit. C'est une vérité que j'ai apprise, parfois de la façon la plus dure, au chevet de mes patients. Imaginez-vous entrer dans un cabinet médical à Paris avec le sentiment d'être en bonne forme. Vous avez marché régulièrement, vous avez suivi les recommandations d'une salle de sport à la mode. Vous vous êtes dit, je fais ce qu'il faut, je m'entretiens. Puis soudain, face au résultat d'un électrocardiogramme, le médecin vous regarde et dit, votre cœur est fatigué, votre tension est instable, vos rythmes cardiaques sont perturbés. Et là, le monde s'arrête, parce que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas fumé. Vous avez fait attention à votre alimentation. Alors pourquoi? J'ai vu ce scénario se répéter trop de fois. Des hommes et des femmes, pleins de bonne volonté, convaincus d'agir correctement, et pourtant au bord d'un malaise cardiaque. Le problème n'était pas leur discipline. Le problème venait du type même d'exercice qu'ils avaient choisi. Des efforts trop violents, trop intenses, trop mal adaptés à un organisme qui n'a plus 20 ans. À 60 ans et au-delà, le cœur n'est plus le même. Il a battu des milliards de fois pour vous, sans jamais se reposer. Il a encaissé vos joies, vos colères, vos nuits blanches, vos excès. Il mérite désormais autre chose qu'une nouvelle épreuve. Il réclame du respect, de l'attention, une forme de tendresse que trop peu de personnes lui accordent. Quand je ferme les yeux, je revois encore le visage de Madame Claire, 68 ans, arrivée dans mon cabinet après un malaise dans un cours collectif. Elle croyait bien faire. Je voulais rester active, docteur. Je voulais rester jeune. Son cœur, lui, criait au secours depuis des mois, mais elle ne l'avait pas entendu. Elle n'avait pas compris que l'âge impose ses propres règles, que ce qui était bénéfique à 30 ans peut devenir un poison à 70. Et la vérité est là. Il existe des exercices qui détruisent silencieusement le cœur des seniors. Et le plus effrayant, c'est que personne ne les soupçonne. Je ne suis pas ici pour semer la peur. Je suis ici pour ouvrir les yeux, pour partager ce que j'ai vu et appris en tant que cardiologue, mais aussi en tant qu'être humain. Parce que derrière chaque patient, il y a une histoire, une famille, des projets, des sourires, des regrets. Et trop souvent, une phrase revient « Je ne pensais pas que c'était grave ». Cette phrase est un piège, car après 60 ans, presque tout devient grave. Un repas trop riche, une nuit trop courte, un effort mal choisi, tout compte. Et tout peut faire la différence entre une vie pleine et sereine ou un drame inattendu. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Et si, sans le savoir, vous étiez en train de nuire à votre cœur chaque fois que vous enfiliez vos baskets? Et si vos habitudes d'aujourd'hui étaient en train de préparer les urgences médicales de demain? Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler 5 erreurs majeures que j'ai vues des centaines de fois. 5 exercices que tant de seniors pratiquent en pensant se renforcer, mais qui ne font que les fragiliser. 5 pièges invisibles qui attendent silencieusement jusqu'au jour où le cœur dit stop. Ne partez pas, car la suite de cette vidéo pourrait littéralement protéger votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Je ne vous promets pas de miracle, je vous promets des vérités. Et ces vérités, une fois que vous les connaîtrez, vous ne pourrez plus les ignorer. Vous aurez le choix, continuer comme avant, ou changer pour protéger le moteur même de votre existence. Avant d'aller plus loin, si vous voulez soutenir cette chaîne et m'encourager à créer encore plus de contenus qui peuvent transformer votre santé, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification. C'est un petit geste pour vous,
mais un immense soutien pour nous, afin de continuer à partager des conseils précieux. Maintenant, je vais vous laisser avec une question. Prenez un instant pour y réfléchir et répondez dans les commentaires. Question. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour un cœur après 60 ans? A. Des exercices trop intenses et mal adaptés. B. L'absence totale de mouvement, c'est-à-dire la sédentarité. Écrivez votre réponse dans les commentaires. A ou B. Votre avis compte et vos mots peuvent inspirer d'autres personnes à réfléchir sur leur propre santé. J'aimerais maintenant vous emmener plus loin, au cœur même de ce que j'ai vu se répéter tant de fois dans ma pratique. Les erreurs ne sont pas toujours des fautes conscientes. Souvent, elles naissent de la bonne volonté, du désir sincère de se maintenir en forme, de rester actif, de repousser le temps. Mais ces élans, lorsqu'ils ne tiennent pas compte des réalités du corps après 60 ans, deviennent des pièges. Ces pièges, je les ai observés encore et encore. Et c'est avec un mélange de respect et de tristesse que je vais vous en parler, car derrière chacun d'eux, j'ai un visage en mémoire, une histoire que je n'ai pas oubliée. La première erreur, et sans doute la plus fréquente, c'est l'attrait des entraînements à haute intensité. Le ET, comme on l'appelle, fait fureur dans les salles de sport de Paris, de Lyon ou de Marseille. On y voit des hommes et des femmes, souvent à la retraite, qui veulent montrer qu'ils sont encore capables de tenir le rythme des plus jeunes. L'idée paraît séduisante, alterner des efforts explosifs avec de courts repos. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'à un certain âge, le cœur ne pardonne plus ces chocs soudains. Je me souviens d'un patient, Bernard, 64 ans, qui avait décidé de s'inscrire à un cours collectif en vogue. « Je veux me dépasser », disait-il avec fierté. Mais au bout de quelques semaines, il est arrivé dans mon cabinet, essoufflé, le regard inquiet. Son électrocardiogramme montrait des arythmies et sa tension avait grimpé en flèche. Ce n'était pas un manque de volonté, mais un excès de confiance dans une méthode inadaptée. Le cœur, après des décennies de service, ne supporte plus ces vagues de pression brutale, et ce que l'on prend pour de la vitalité n'est parfois que le prélude à un danger silencieux. La deuxième erreur, plus insidieuse encore, se cache dans les abdominaux et la musculation lourde. Beaucoup pensent que renforcer son corps, c'est forcément protéger sa santé. On voit des retraités faire des séries de crunch, soulever des haltères, répéter des mouvements qui rappellent leur jeunesse. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'à chaque contraction forcée, à chaque levée trop lourde, la pression dans l'abdomen et dans la poitrine s'élève comme une vague invisible. Et cette vague vient heurter le cœur avec une violence inattendue. Je revois encore Madame Hélène, 70 ans, qui voulait garder une taille fine. Elle faisait ses abdos chaque matin, convaincue que c'était la clé de sa vitalité. Un jour, au beau milieu de ses exercices, elle a ressenti une douleur dans la poitrine, puis un malaise. Son cœur n'avait pas supporté cette brusque montée de pression. Elle avait voulu bien faire, mais elle avait oublié que son système circulatoire n'était plus celui d'hier. L'élasticité des artères diminue, les parois se rigidifient et un effort mal dosé peut transformer un instant banal en un souvenir dramatique. La troisième erreur, elle, ne dépend pas uniquement de l'exercice choisi, mais du climat dans lequel on le pratique. En hiver, à Paris, l'air froid resserre les vaisseaux sanguins, obligeant le cœur à pousser plus fort pour maintenir la chaleur. En été, à Marseille, la chaleur brûlante dilate les vaisseaux, provoque une accélération du rythme cardiaque et une perte rapide d'eau. Dans les deux cas, le corps se bat, non pas pour l'effort, mais pour sa propre survie. J'ai vu des patients tomber lors d'une promenade sous le soleil de juillet, et d'autres rentrer haletants après quelques minutes dans l'air glacé de janvier. Ce ne sont pas des exceptions, ce sont des avertissements. Le cœur d'un senior n'a plus la capacité de s'adapter brutalement aux extrêmes, et chaque sortie devient une question de vigilance. La quatrième erreur, plus discrète mais tout aussi risquée, réside dans les mouvements brusques et rapides. Nous avons tous vu ces cours collectifs où l'on enchaîne des sauts, des torsions, des changements de direction soudains. Cela paraît énergique, vivifiant, comme une manière de défier le temps. Mais le système nerveux, avec les années, réagit plus lentement, l'équilibre devient plus fragile, les artères plus rigides.
Ce qui semble être un simple saut peut devenir une tempête intérieure. Tension qui fluctue, rythme cardiaque instable, souffle coupé. Je pense à Jean, 72 ans, qui participait à un cours d'aérobic avec des amis. Il voulait suivre le rythme, prouver qu'il pouvait encore le faire. Mais quelques minutes plus tard, il titubait, victime d'un vertige violent. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était la biologie, et il n'avait pas su l'écouter. Enfin, la 5e erreur se déroule à un moment que beaucoup jugent anodin, la soirée. Après une longue journée, certains choisissent de faire une marche nocturne ou un peu de vélo d'appartement avant de se coucher. Cela paraît logique. Le calme de la maison, la tranquillité de la nuit, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'à cet âge, le sommeil est plus fragile, plus précieux. Faire de l'exercice trop tard stimule le système nerveux, élève le rythme cardiaque, empêche le corps d'entrer dans ce repos profond dont le cœur a tant besoin pour se réparer. J'ai suivi un patient, Michel, 66 ans, qui faisait du vélo chaque soir à 22 heures. Il ne comprenait pas pourquoi il dormait mal, pourquoi il se réveillait épuisé, pourquoi sa tension ne cessait de grimper. Le problème ne venait pas de l'exercice lui-même, mais du moment choisi. Son cœur, au lieu de trouver le repos, restait en état d'alerte. Ces erreurs, je ne les raconte pas pour juger, mais pour prévenir. Elles sont les reflets d'une même volonté, rester vivant, actif, digne. Mais elles révèlent aussi un malentendu. Croire que ce qui a fonctionné hier fonctionne encore aujourd'hui. Or, le corps change, et avec lui, les règles du jeu. Le cœur, après 60 ans, réclame d'autres formes d'attention. Chaque erreur est une leçon. Chaque incident est une alerte. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que le problème n'est pas l'activité en soi, mais la manière de l'aborder. Vouloir rester jeune par la force peut vous vieillir par la douleur. Vouloir rester fort par excès peut vous fragiliser par surprise. Le véritable courage, à cet âge, n'est pas de forcer, mais de savoir adapter. Voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai appris auprès de mes patients, de leur corps, de leurs histoires. Ces 5 erreurs sont comme des ombres silencieuses qui accompagnent trop de seniors. Et pourtant, il existe des chemins plus sûrs, des pratiques plus douces, des alternatives qui permettent de rester actif sans mettre son cœur en péril. Mais pour cela, il faut d'abord ouvrir les yeux, accepter la vérité. Certains exercices qui semblaient être des alliés sont devenus des ennemis cachés. La prise de conscience est la première étape. L'action viendra ensuite, et c'est ce dont nous parlerons à présent. Lorsque je repense à toutes ces années passées auprès de mes patients, il m'apparaît clairement qu'après avoir identifié les erreurs qui fragilisent le cœur, il fallait absolument offrir des alternatives, des chemins plus sûrs, des gestes qui ne détruisent pas, mais qui nourrissent. La vérité, c'est qu'après 60 ans, le cœur n'a pas besoin de performances spectaculaires ni de records de vitesse. Il n'a pas besoin d'un affrontement permanent contre le temps qui passe. Il a besoin de régularité, de douceur et de respect. Et je le dis souvent à mes patients, la vraie force à cet âge, c'est la sécurité. La véritable victoire, c'est la continuité. J'ai vu tant de vies transformées, non pas par des efforts violents, mais par l'adoption d'exercices simples, constants, adaptés à la réalité de leur corps. Je me souviens de M. Alain, 70 ans, ancien cadre à Bordeaux. Quand il est venu me voir, il était persuadé que pour rester en bonne santé, il devait s'imposer des efforts intenses. Pourtant, chaque fois qu'il sortait d'une séance, il se sentait plus fatigué qu'énergisé, plus anxieux que rassuré. Nous avons longuement parlé. Je lui ai expliqué que la marche douce pouvait être son plus grand allié. Au début, il riait presque. Marcher. Mais je marche déjà tous les jours. Je lui ai répondu que marcher, c'était pas seulement se déplacer, c'était choisir une allure consciente, stable, régulière, qui respecte les battements du cœur. 3 mois plus tard, il m'a écrit une lettre. Je redécouvre les quais de la Garonne, docteur. Chaque matin, je marche lentement, je respire, je sens mon corps plus léger. Et surtout, mon cœur ne me fait plus peur. Ce témoignage, je le garde en mémoire, parce qu'il prouve qu'un simple changement d'approche peut transformer la relation que l'on entretient avec sa propre santé. La marche, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement et sans précipitation, devient une forme de méditation active. Elle ne brusque pas, elle accompagne. Elle ne provoque pas de choc,
Elle construit une endurance douce. Et dans les parcs de Paris, le long de la Seine, ou même dans les ruelles plus calmes des petites villes françaises, j'ai vu des seniors reprendre goût à la vie en redécouvrant cette simplicité. Le cœur aime la régularité, il aime les rythmes stables. Mais il n'y a pas que la marche. Certains de mes patients m'ont surpris par leur curiosité envers des pratiques venues de plus loin, comme le tai chi ou le qigong. Je me souviens d'Isabelle, 65 ans, qui avait toujours rêvé de découvrir les arts orientaux. Elle est arrivée un jour en me disant « Je me suis inscrite à un cours de tai chi, pensez-vous que ce soit adapté ?» Et j'ai souri, car c'était exactement ce dont elle avait besoin. Ces mouvements fluides, lents, presque chorégraphiés, réconcilient le corps et l'esprit. Ils exigent de la concentration, de l'équilibre, mais ne sollicitent pas le cœur au-delà de ce qu'il peut offrir. J'ai assisté à une de ces séances, dans un jardin public. Les silhouettes avançaient lentement, comme suspendues dans le temps, et je voyais dans leurs yeux une paix que je ne retrouvais jamais après une séance de sport intensif. Le tai chi n'impressionne pas par la sueur, mais par la sérénité qu'il installe. Pour le cœur, c'est une caresse, une danse qui apaise et renforce à la fois. Il y a aussi la natation légère. Contrairement aux idées reçues, on n'a pas besoin d'enchaîner les longueurs pour en tirer des bénéfices. Être porté par l'eau, sentir la résistance douce de l'élément, c'est offrir au cœur un effort régulier sans agression. Michel, 68 ans, ancien marin de la côte bretonne, avait l'habitude de nager depuis son enfance. Mais avec l'âge, il avait arrêté, pensant que ça demandait trop d'énergie. Quand je lui ai conseillé de retourner à la piscine, mais de nager lentement, sans chercher la performance, il a retrouvé une partie de lui-même. Il m'a confié un jour, « Dans l'eau, je redeviens léger. Mon cœur ne lutte plus, il s'accorde. » Et c'est exactement cela que nous recherchons. Non pas la lutte, mais l'accord, l'harmonie entre l'effort et la capacité du cœur. Enfin, il y a la gymnastique douce. En France, elle connaît un véritable engouement, car elle permet à chacun, quel que soit son âge, de retrouver de la mobilité et de la confiance. Dans certaines maisons de retraite, j'ai vu des groupes entiers pratiquer ensemble sous la direction d'animateurs formés. Les exercices consistent à étirer, à mobiliser les articulations, à respirer profondément. Cela peut sembler anodin, presque trop simple. Et pourtant, les bénéfices sont immenses. Un cœur apaisé, une circulation plus fluide, une meilleure oxygénation. Je crois que la simplicité est souvent le luxe le plus oublié. Mais au-delà du type d'exercice, il y a un autre élément crucial, le moment choisi. Le corps fonctionne selon des cycles. Après 60 ans, ces cycles deviennent plus sensibles, plus fragiles. Le matin et le début d'après-midi sont des périodes bénies pour l'activité physique. L'énergie est plus stable, le cœur plus disponible, et le sommeil nocturne n'est pas menacé. J'encourage toujours mes patients à écouter leur horloge intérieure. Isabelle m'a confié un jour qu'après avoir déplacé ses séances de marche au matin, elle dormait mieux la nuit. C'est une vérité simple. Ce que vous faites à une heure donnée peut décider de la qualité de votre repos et par conséquent de la santé de votre cœur. Ce que je voudrais vous transmettre à travers ces histoires, c'est qu'il existe une autre voie. Une voie où l'exercice ne devient pas une épreuve, mais un compagnon. Où chaque geste est pensé, respectueux, en accord avec le temps qui passe. Les seniors qui acceptent cette réalité découvrent qu'ils ne perdent rien. Au contraire, ils gagnent une stabilité, une paix, une confiance nouvelle. Le cœur, lorsqu'il est traité avec délicatesse, rend 1000 fois plus qu'il ne reçoit. Alors oui, après 60 ans, on peut rester actif. Oui, on peut nourrir sa santé. Mais cela passe par une redéfinition de la notion de force. La force n'est plus dans la vitesse, ni dans le poids soulevé, ni dans l'intensité des efforts. Elle est dans la constance, dans l'écoute, dans la tendresse que l'on accorde à son corps. C'est ainsi que l'on construit une longévité pleine, une vie où chaque jour est vécu avec un cœur apaisé. Je crois profondément que nous devons apprendre à voir l'activité physique comme une prière silencieuse adressée à notre cœur. Une manière de lui dire « Merci d'avoir battu pour moi toutes ces années. Je vais maintenant marcher avec toi, doucement mais longtemps. » Et c'est dans cette simplicité que réside la véritable promesse d'un avenir en santé. Il m'arrive souvent,
en sortant de mon cabinet le soir, de repenser à toutes les histoires que j'ai croisées au fil des années. Des visages, des regards, des silences aussi, qui disent parfois plus que les mots. Ce qui revient le plus dans ma mémoire, ce n'est pas seulement la maladie, ni même les traitements que nous avons dû mettre en place. C'est ce moment fragile où mes patients comprennent qu'après 60 ans, leur corps n'est plus simplement une machine qu'il suffit de pousser un peu plus loin. C'est une entité vivante qui parle, qui murmure, qui parfois crie et qui demande à être entendue. Écouter son corps devient alors la plus grande leçon de l'âge. J'ai toujours été frappé par cette phrase que beaucoup me répètent après un incident. Je ne pensais pas que c'était grave. Derrière cette phrase se cache une illusion tenace, celle de croire que les signaux faibles ne sont que des détails. Un petit essoufflement lors d'une marche, une fatigue inhabituelle après un repas, une nuit un peu trop agitée, et l'on se dit que c'est normal, que c'est l'âge. Pourtant, chaque détail compte. Chaque variation est une information précieuse que le corps nous envoie. Et plus nous vieillissons, plus ces signaux deviennent déterminants. Le drame, c'est que beaucoup choisissent de les ignorer, parfois par peur, parfois par orgueil, parfois par simple habitude. Je me souviens de Jacques, 75 ans, ancien professeur à Lyon. Depuis plusieurs mois, il ressentait des palpitations, mais il ne voulait pas en parler. « Ce n'est rien, docteur, je me connais », disait-il. Jusqu'au jour où, lors d'une promenade banale, son cœur s'est emballé au point de le faire tomber au sol. Quand je l'ai retrouvé à l'hôpital, il avait ce regard entre colère et tristesse. « J'aurais dû vous écouter, j'aurais dû m'écouter », murmurait-il. Son corps avait parlé, mais il avait refusé de tendre l'oreille. Cette expérience, comme tant d'autres, me rappelle combien nous avons de mal à accepter nos propres limites, surtout lorsque nous avons passé une vie à vouloir les dépasser. Écouter son corps ne signifie pas céder à la peur. Ce n'est pas non plus se replier dans l'inaction. C'est au contraire un acte de sagesse et de maturité. C'est reconnaître que la force ne se mesure plus à la capacité de forcer, mais à celle de sentir. Sentir la fatigue avant qu'elle ne devienne épuisement. Sentir la tension avant qu'elle n'explose. Sentir le rythme du cœur avant qu'il ne s'affole. C'est une écoute qui demande de l'humilité, mais aussi du courage. Car il faut du courage pour admettre que nous ne sommes plus les mêmes qu'à 30 ans. Il faut du courage pour dire non à des habitudes que nous pensions inoffensives. Je pense aussi à Claire, 68 ans, qui venait régulièrement me voir pour des contrôles. Elle avait cette habitude admirable, tenir un journal de ses sensations corporelles. Chaque jour, elle notait si elle s'était sentie fatiguée, si son sommeil avait été réparateur, si son cœur avait battu différemment. Au début, j'étais surpris par cette discipline presque méticuleuse. Mais au fil du temps, j'ai compris que c'était là une des meilleures façons de prévenir les problèmes, car elle arrivait toujours avec des observations précises. « Docteur, depuis quelques jours, je sens que mon souffle est plus court. » Cela nous permettait d'intervenir avant que la situation ne devienne critique. Son écoute attentive de son propre corps est ce qui, je le crois, lui a permis de garder une qualité de vie enviable. L'âge nous apprend que l'organisme est comme un ami de longue date. Plus nous avançons ensemble, plus il nous connaît, mais plus nous devons aussi apprendre à le connaître. Et comme dans toute relation, l'écoute est essentielle. Le cœur, par exemple, n'est pas un simple muscle. C'est un compagnon silencieux qui travaille sans relâche depuis des décennies. Lorsqu'il ralentit, qu'il s'accélère, qu'il s'essouffle, il ne cherche pas à nous trahir, mais à nous avertir. Chaque battement devient un langage qu'il faut savoir traduire. Et je crois que cette écoute va au-delà de la simple observation médicale. Elle touche aussi à une dimension plus intime, presque spirituelle. Écouter son corps, c'est se reconnecter à soi, c'est accepter ses vulnérabilités comme une partie intégrante de la vie. C'est un apprentissage de la patience. Combien de fois ai-je entendu des patients me dire « Je ne supporte pas de ralentir » et je leur réponds « Ce ralentissement n'est pas une défaite, c'est une chance. » C'est l'occasion de découvrir une autre manière de vivre, plus consciente, plus alignée avec ce que vous êtes aujourd'hui. Un jour, j'ai eu une conversation marquante avec un vieil homme de 80 ans, ancien marin. Il m'a dit « Docteur, à la mer,
J'ai appris qu'il fallait écouter le vent et les vagues. Celui qui veut lutter contre la tempête se noie. Celui qui sait lire les signes survit. Son cœur lui envoyait désormais ses propres vagues, et il avait compris qu'il devait les écouter comme autrefois il écoutait l'océan. Cette métaphore, je l'ai gardée comme un trésor, parce qu'elle résume parfaitement la sagesse de l'âge. Il est vrai qu'écouter son corps demande parfois de renoncer à certaines illusions. L'illusion que nous pouvons encore tout faire comme avant. L'illusion que les petits signaux ne sont pas importants. Mais ce renoncement ouvre une porte nouvelle, celle de la liberté intérieure. On cesse de courir après un idéal de jeunesse et on commence à vivre avec authenticité. Loin d'être une prison, cette écoute devient une libération. On n'est plus esclave des comparaisons. On devient artisan de sa propre paix. J'aimerais que chaque seigneur qui m'écoute comprenne ceci. Votre corps est un guide. Il n'est pas votre ennemi. Même dans ses faiblesses, il cherche à vous protéger. Quand il vous dit ralentis, ce n'est pas pour vous voler votre vitalité, c'est pour vous la préserver. Quand il vous dit repose-toi, ce n'est pas pour vous vieillir plus vite, mais pour vous permettre de durer. Le vrai courage à cet âge n'est pas de fermer les yeux et de foncer malgré tout, mais d'ouvrir les oreilles et d'accueillir ce que le corps exprime. Alors oui, la plus grande leçon de l'âge est celle-ci. Savoir écouter. Écouter son souffle, son cœur, ses nuits, ses émotions aussi. Car le corps ne parle pas seulement à travers les organes, il parle aussi à travers les ressentis, les intuitions, les malaises subtils. Et chaque fois que nous l'entendons, chaque fois que nous faisons attention, nous lui donnons une chance supplémentaire de continuer à nous porter fidèlement, encore et encore. Vieillir, ce n'est pas s'éteindre, c'est apprendre à vivre autrement. Et ce nouvel apprentissage commence par une oreille attentive, une conscience éveillée, une volonté de se respecter. Je crois que c'est là, dans ce dialogue silencieux avec soi-même, que se cache le secret d'une longévité sereine. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'âge qui nous affaiblit, mais notre refus d'écouter les vérités qu'il nous murmure. Il y a une vérité que j'ai mise des années à comprendre et que je voudrais vous confier aujourd'hui. Elle ne m'est pas venue d'un livre, ni d'une conférence, mais du silence des chambres d'hôpital, des conversations au bord des lits, des regards pleins de peur et d'espérance de ceux qui soudain prenaient conscience de la fragilité de leur cœur. Cette vérité, c'est que notre cœur n'a jamais cessé de nous aimer. Depuis notre premier souffle, il bat, sans pause, sans répit, il bat pour nous. Et pourtant, combien d'entre nous passent leur vie à le négliger, à le malmener, à lui demander plus qu'il ne peut offrir? Vieillir, c'est accepter enfin que ce cœur qui nous a porté toute une existence mérite d'être aimé en retour. Je me rappelle d'un patient, Paul, 79 ans, qui m'a bouleversé par ces mots. Après une opération délicate, alors qu'il reprenait lentement des forces, il m'a pris la main et m'a dit « Docteur, je crois que j'ai passé ma vie à courir, à lutter, à exiger, et je n'ai jamais remercié mon cœur. Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. » Sa phrase, si simple, m'a frappé comme une évidence. Nous remercions nos proches, nous remercions nos collègues, parfois même des inconnus. Mais combien parmi nous remercient leur propre cœur, celui qui nous accompagne jour et nuit, qui bat dans nos moments de joie, comme dans nos instants de détresse, qui s'ajuste à nos colères, à nos passions, à nos peurs. Ce compagnon silencieux ne demande rien, mais il nous donne tout. J'ai appris au fil des ans que l'amour que nous portons à notre cœur n'est pas abstrait. Il se traduit dans nos choix quotidiens. Il se traduit dans la manière dont nous décidons de vivre après 60 ans. Ce n'est pas une question d'exploit sportif ni de sacrifice douloureux, c'est une question de douceur, de constance, de respect. Aimer son cœur, c'est choisir des gestes simples. Marcher régulièrement, respirer profondément, manger avec équilibre, dormir avec soin. Ce sont des gestes humbles, mais qui prolongent la vie, qui ajoutent des années à nos jours et de la vie à nos années. Je me souviens d'Anne, 72 ans, ancienne institutrice. Elle était venue me voir après un infarctus léger. Elle pleurait, persuadée que sa vie était finie, que son corps la trahissait. Je lui ai dit doucement « Non, Anne, votre corps ne vous trahit pas. Il vous parle, il vous demande de l'aimer davantage. » Peu à peu, elle a appris à changer son regard.
Elle a commencé à marcher chaque matin dans son quartier, à savourer de petites respirations conscientes, à s'accorder du repos sans culpabilité. Quelques mois plus tard, elle m'a confié: pour la première fois, je vis non pas contre mon cœur, mais avec lui. C'était une renaissance. Ce que j'aimerais vous transmettre, c'est que l'âge n'est pas une condamnation. L'âge est une invitation à transformer la manière dont nous vivons, à passer de la contrainte à la conscience, de la performance à la présence. Trop souvent, les seniors me disent: je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Et je leur réponds: mais vous pouvez faire ce que vous n'avez jamais fait. Aimer votre cœur avec gratitude, le protéger avec sagesse. Ce n'est pas un renoncement, c'est une évolution. Je pense à ce vieil homme, Henri, 83 ans, qui aimait raconter des histoires de son enfance. Il avait connu la guerre, la faim, les privations. Son cœur avait survécu à des épreuves immenses. Et il me disait souvent: j'ai compris tard que la vraie victoire, ce n'est pas d'avoir résisté à tout, c'est de savoir enfin se reposer. Ces mots me hantent encore, parce qu'ils contiennent une sagesse universelle. Nous passons notre vie à courir, mais l'amour du cœur se trouve dans le ralentissement, dans l'acceptation d'une autre cadence. Vieillir, ce n'est pas s'éteindre, c'est apprendre à aimer autrement. C'est poser un regard bienveillant sur son propre corps, sur ses limites, sur ses forces cachées. Le cœur vieillit, oui, mais il reste le centre de notre être, la source de notre vitalité. Le protéger, ce n'est pas céder à la peur, c'est cultiver le respect. Et ce respect est une forme d'amour. Je crois profondément que le plus beau cadeau que nous pouvons nous offrir, à nous-mêmes et à ceux qui nous aiment, c'est ce choix quotidien de la bienveillance envers notre cœur. Pas de gestes héroïques, pas de miracles spectaculaires, juste des décisions simples, répétées avec fidélité. C'est dans cette fidélité que réside la véritable force. Ce n'est pas la vitesse qui prolonge la vie, c'est la constance. Ce n'est pas l'excès qui apporte la santé, c'est l'équilibre. Alors, si je devais vous laisser un message, un seul, ce serait celui-ci. Aimez votre cœur comme vous aimeriez un vieil ami qui a toujours été là pour vous. Parlez-lui avec vos gestes, remerciez-le avec vos choix. Ne lui imposez pas des épreuves inutiles. Offrez-lui au contraire des moments de calme, des respirations profondes, des efforts doux et réguliers. C'est ainsi que vous découvrirez une nouvelle jeunesse, non pas dans la performance, mais dans la paix. Je veux que vous reteniez cette phrase comme une promesse. Chaque geste bienveillant envers votre cœur ajoute des années à votre vie et de la vie à vos années. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Même si vous avez 70, 80 ou 90 ans, chaque jour est une opportunité de mieux aimer ce cœur qui bat encore pour vous. Et si aujourd'hui vous décidez de prendre cette route, sachez que vous ne marchez pas seul. Nous sommes nombreux à avoir compris cette vérité tardive mais précieuse. Ensemble, nous pouvons créer une nouvelle manière de vieillir. Non pas dans la peur, mais dans la gratitude. Non pas dans la résignation, mais dans la dignité. Car le cœur, ce compagnon fidèle, ne demande qu'une chose, que vous l'écoutiez, que vous le respectiez, et que vous l'aimiez enfin, comme il vous a aimé toute votre vie. Au terme de ce voyage que nous avons partagé ensemble, il me semble essentiel de prendre un moment pour respirer profondément et regarder en arrière. Ce que nous avons exploré n'était pas seulement une série de conseils médicaux ou des avertissements techniques. C'était une invitation à revoir la manière dont nous considérons notre cœur, notre corps et finalement notre existence tout entière. Vieillir ne signifie pas perdre. Vieillir signifie apprendre. Et ce que nous apprenons en premier lieu, c'est que chaque battement de notre cœur est un cadeau. Trop souvent, nous vivons dans la précipitation, dans l'illusion que nous devons sans cesse pousser nos limites, prouver que nous sommes encore capables de courir plus vite, de soulever plus lourd, de résister comme avant. Mais la vérité, c'est que la plus grande force ne réside pas dans l'excès. Elle réside dans la constance, dans la douceur, dans la fidélité aux petits gestes qui, jour après jour, nourrissent notre vitalité. Je repense à toutes ces histoires que j'ai partagées avec vous. Ces hommes et ces femmes qui, en croyant bien faire, ont mis leur cœur en danger. Mais je repense aussi à ceux qui un jour ont choisi une autre voie. Marcher chaque matin, respirer plus lentement, apprendre à se reposer sans culpabilité.
écouter leur corps sans honte. Ce choix, qui peut sembler banal, a transformé leur vie. Et c'est là que se trouve la leçon la plus profonde. Aimer son cœur, ce n'est pas lui imposer des exploits, c'est l'accompagner avec respect. Quand nous comprenons cela, nous cessons de nous battre contre le temps et nous commençons à vivre en harmonie avec lui. Alors, quelle est la véritable application de tout cela dans notre quotidien? Elle est simple, mais elle demande de la discipline et de la conscience. Prenez chaque jour comme une opportunité de poser un acte bienveillant pour votre cœur. Une marche douce, une respiration profonde, un repas équilibré, un moment de repos sincère. Ne cherchez pas à impressionner les autres. Cherchez à protéger ce moteur invisible qui vous porte depuis tant d'années. C'est ainsi que l'on prolonge sa vie, non seulement en nombre de jours, mais surtout en qualité d'existence. Appliquez cette sagesse dès aujourd'hui. Ralentissez quand il le faut. Choisissez la régularité plutôt que la performance. Écoutez vos signaux intérieurs avant qu'ils ne deviennent des cris d'alarme. C'est dans ce respect que se cache la vraie liberté. La grande leçon à retenir est donc celle-ci. Votre cœur n'a pas besoin d'héroïsme, il a besoin d'amour. Et cet amour, vous pouvez le lui offrir chaque jour, par vos choix, vos gestes et votre écoute. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question simple pour que chacun puisse partager sa réflexion. Selon vous, quel est le geste le plus important pour protéger son cœur après 60 ans? A. Prendre soin de son alimentation et de son sommeil. B. Choisir une activité douce et régulière. Je vous invite à écrire votre réponse dans les commentaires. A ou B. Votre avis compte et il peut inspirer d'autres personnes à trouver leur propre chemin vers une vie plus saine. Si ce contenu vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et nous aider à continuer à créer des contenus utiles et profonds, vous pouvez aussi faire un petit don. Chaque geste est une source de motivation immense pour poursuivre cette mission. Merci de votre présence, de votre écoute et de votre confiance. À très bientôt pour de nouvelles réflexions qui, je l'espère, vous aideront à vivre plus longtemps, mais surtout à vivre mieux.